C'est Alexis, vu ton sourire, Alexis. Je l'ai fait partir. Je ne suis pas sur Parfait. mon ordinateur, donc je n'ai pas les problèmes. D'accord. D'accord. François, je ne peux pas le faire. Ah oui, c'est vrai, il y a vraiment ton prénom. Il n'y a pas le prénom de François, c'est C'est vrai. Non, il ça. n'y a pas écrit admin. Ouais. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à nouveau sur cette conférence débat. C'est la quatrième, c'est ça? Non, troisième. Troisième conférence débat. Donc, l'intitulé est Innovation de proximité et transition écologique. Parmi nous ce soir, nous retrouvons pas mal de personnes qui étaient là au moins lors d'une des précédentes conférences débat, la précédente étant sur le social. Donc, cette conférence débat précédente aussi, nous lui avons fixé une limite en termes de timing, donc elle démarre à 16h30. On a prévu qu'elle pourrait se terminer un peu au-delà de 17h30, mais jamais après 18h. Voilà, on se fixe une heure et demie à peu près pour échanger ensemble. Donc, nous sommes ici, François et moi, pour co-animer cette conférence débat. Nous allons voir ce soir que Alexis va également animer cette conférence débat sur cette thématique qui lui est chère. Donc, François, je te laisse peut-être te présenter, même si tout le monde te connaît. Bon, alors, François Rousseau, directeur du cabinet FR Consultant, donc prospectiviste et expert en innovation sociale territoriale. Alexis, tu veux te présenter? Oui, Alexis Grelier, je suis consultant indépendant, je suis globalement chargé d'études et expert en écosystèmes locaux de transition écologique. Merci. Et donc Stéphanie, moi je suis consultante depuis 11 ans et je viens du secteur social. J'ai travaillé en CAF et en caisse primaire quelques années. Alors, on vous rappelle un petit peu les ambitions, hein, vous commencez à les connaître pour celles et ceux qui étaient déjà là les fois précédentes. Donc on a trois ambitions dans cette démarche qui est une démarche qui est globale. C'est d'abord de créer une communauté et une communauté interdisciplinaire. Et vous êtes toutes là et tous là pour nous le prouver au moins chaque semaine. Vous êtes issus de secteurs différents et vous représentez parfaitement l'inverse de ce qu'on a pu constater sur l'organisation en silo. On est sur le transversal, on est sur l'interdisciplinaire. Donc c'est plutôt intéressant. Nous avons parmi vous des personnes qui sont issues des collectivités territoriales, issus des services déconcentrés de l'État. Nous avons des personnes également issues du secteur associatif. Nous avons des consultants également. Donc c'est plutôt intéressant et la richesse des débats est là pour en attester. L'idée au-delà de la communauté interdisciplinaire, c'est aussi de construire une culture commune et se mettre dans une dynamique apprenante, parce qu'on apprend tout ensemble. Et nous aussi, hein, pour l'animation de ces conférences débats, on apprend, vous nous faites des remarques et nous nous adaptons. L'idée aussi, au-delà de ça, c'est d'être force de proposition pour un déconfinement. Donc on y est, mais un déconfinement vers des futurs souhaitables. Parce que l'idée, justement, au-delà de ces conférences débats, c'est de co-construire ensemble, et c'est ce que nous faisons dans les webinaires. Donc, certaines d'entre vous ont déjà assisté à un premier webinaire. C'était en début de mois. On en a un second qui est prévu, et nous bâtissons justement durant ce webinaire-là les futurs souhaitables durant cette période de déconfinement. Alors, le plan de cette conférence débat, donc cette fois-ci, nous sommes vraiment centrés sur le comment, c'est-à-dire comment opérer une transition écologique sur un territoire et avec quelle méthode. Donc, on va avoir deux interventions éclairées et éclairantes sur le sujet. François, puis Alexis. Donc, on va garder la formule de la dernière fois qui a plutôt fonctionné, c'est-à-dire un exposé, mais jalonné de vos questions. En fait, jalonné pardon, par vos questions. Donc, nous vous proposons de poser des questions au fil de l'eau avec le chat et nous allons y répondre également au fil de l'eau. De cette façon-là, ça pourra enrichir un petit peu l'exposé et puis compléter le propos. Ensuite, on fera un petit point sur les questions
autres et les échanges complémentaires liés au sujet. Et enfin, nous conclurons. Donc, vous avez un petit timing indicatif, 45 minutes, 15-30 et 5-10. Vous voyez qu'on n'est pas super précis parce que voilà, on s'est réservé 1 heure à 1 heure et demie pour ce propos-là. On va démarrer? Oui, peut-être préciser évidemment via le chat que ce sont des questions ou des remarques, des suggestions qui peuvent être faites chemin faisant. D'ailleurs, tu disais la troisième conférence, c'est la quatrième en fait de conférence, puisque on en a eu une qui portait plus sur la manière d'opérer des transitions, finalement, quelle démarche d'innovation dans un monde tourmenté, on avait appelé ça. Et puis on a abordé la question culturelle, on a abordé la question sociale et on aborde aujourd'hui la question écologique. Je dis ça parce que finalement, dès qu'on travaille cette question écologique, on s'aperçoit qu'il faut refaire le lien avec toutes les autres questions, et notamment les questions culturelles et sociales, mais aussi, ça va de soi, les questions économiques. Alors, Stéphanie le disait, en préparant cette intervention, on a fait le choix de se centrer sur la question du comment opérer une transition écologique dans les territoires, sachant que la question du pourquoi, la nécessité d'une transition écologique, je dirais, fait, semble-t-il, assez consensus, en tout cas, je pense, consensus parmi les participants présents. La question du quoi, eh bien, on l'a laissé de côté, d'autant plus que dans les faits, il y a des définitions multiples de ce que recouvre la transition écologique, on va y revenir, mais donc on s'est centré sur le comment. Donc on n'entend pas ici vous donner une recette et encore moins prétendre la posséder. On est bien sur le style de conférence-débat qu'on a eu jusqu'à présent, si ça se peut, si possible, encore plus décontracté que les dernières fois. Non, mais tout simplement pour qu'ensemble, on essaye de poser des repères, finalement, sur la manière dont on peut opérer une transition écologique dans un territoire. Alors, je vous propose de ce point de vue-là de partir d'une idée assez simple, qui est de dire qu'opérer une transition écologique sur un territoire, ça consiste avant tout à réparer les écosystèmes et à en prendre soin. Alors, nous voilà bien avancé puisqu'il nous faut maintenant définir ce qu'est un écosystème. Un écosystème, je pense que la plupart d'entre vous le savent sur le bout des doigts. Un écosystème, ça comprend un milieu, ça comprend les êtres vivants qui le composent et toutes les relations qui peuvent se développer, exister à l'intérieur de ce système. Donc, dans un écosystème, il y a bien deux éléments. Il y a bien deux éléments. Le milieu, que les érudits appellent le biotope, et l'ensemble des êtres vivants qui sont dans ce milieu que les érudits appellent la biosphère. Voilà. Donc, alors, une fois qu'on a dit ça, ça suppose quoi? Ça suppose quoi que de réparer des écosystèmes? Ben, ça suppose déjà des interactions entre les individus et entre les individus et le biotope qui sont garantes de l'équilibre et de la résilience des écosystèmes. Du même coup, on ne peut pas séparer la question de la transition écologique. On le sait tout ça, mais je crois que c'est important de se le rappeler, de bien le comprendre. On ne peut pas séparer la question de la transition écologique de la question des interactions qui existent entre les hommes qui vivent dans ces écosystèmes, entre les hommes et les autres êtres vivants qui vivent dans ces écosystèmes. On ne peut pas séparer cette question-là de la question de la manière
dont on produit, des activités que l'on mène dans ces écosystèmes. Ça suppose, cette réparation, de basculer, me semble-t-il, je ne suis pas le seul à le dire, d'une logique de concurrence et de pouvoir, y compris par rapport à la nature. On en a beaucoup parlé depuis le début de nos échanges sur cette question. Vous savez, on a évoqué plusieurs fois le projet cartésien de se rendre maître et possesseur de la nature et de toutes les limites face auxquelles ça nous mettait dans nos démarches d'innovation. Donc, passer d'une logique de concurrence et de pouvoir à une logique, on va dire, de coopération et une logique de symbiose avec notre milieu. Donc, avec notre milieu naturel, mais aussi avec notre milieu social. Il y a une corrélation super forte. Je pense, oui. C'est-à-dire que j'ai un problème de micro, je crois. Voilà, pardon. Alors, cette réparation, elle suppose beaucoup de choses. Certains auteurs, comme Pascal Derme, que Julia m'a fait découvrir, laissent entendre que ça suppose la fin d'une exploitation des femmes, cette réparation des écosystèmes, au sens où, selon Pascal Derme, ce serait celle qui relie. Bref, il y a beaucoup de choses que suppose finalement la transition écologique. Si on s'en tient aux démarches d'innovation, moi je crois qu'on retrouve les 4 caractéristiques que l'on a mis en avant jusqu'à présent dans nos échanges en termes de rupture dans nos démarches d'innovation. Pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, depuis le début, je pense notamment à Béatrice Le Gall, depuis le début de nos échanges, on a une réflexion sur la question de savoir quelles seraient les évolutions nécessaires dans les démarches d'innovation, je dirais à la fois en lien à la crise du coronavirus, mais pas seulement. C'est-à-dire que partait d'un constat qu'on parlait beaucoup d'innovation, mais l'on innovait peut-être pas tant que cela, et il y avait peut-être nécessité d'évolution dans les démarches d'innovation. Et à l'évidence, moi, il me semble que quand on parle de transition écologique, il faut qu'on trouve les 4 caractéristiques que l'on appelait de nos voeux, c'est-à-dire de démarches d'innovation qui soient à la fois systémiques, de démarches d'innovation qui soient anticipatrices, de démarches d'innovation qui soient transformatrices et de démarches d'innovation qui soient apprenantes. Alors, on peut l'illustrer. Je crois que ça parlera à tout le monde. Démarche d'innovation systémique, il faut agir sur l'ensemble des composantes du système. C'est bien de produire bio, mais il faut aussi consommer bio. C'est important, comme certains d'entre vous l'appelaient de leur vœu lors du webinaire, de réensauvager le milieu, mais il faut également utiliser simultanément de nouveaux modes de déplacement. Donc, on est obligé d'avoir cette approche systémique. Une démarche transformatrice, moi, je tiens à y insister, je suis quelquefois un peu sceptique par rapport aux objectifs dits de développement durable dans certaines de leurs formulations. Par exemple, il ne s'agit pas seulement de diminuer les émissions carbone, il s'agit aussi de recourir à des formes d'énergie décarbonée. Il ne s'agit pas seulement de consommer équitable, ce qui est déjà une transformation, mais équitable, mais locale, mais il s'agit de consommer local, ce qui, ça, est une transformation globale. Des démarches anticipatrices, c'est-à-dire qu'il s'agit dans la manière même de conduire de ces transitions, d'anticiper sur ce qui pourrait y faire obstacle. Moi, j'ai été beaucoup marqué par le témoignage, vous savez, de Rob Hopkins. Vous avez peut-être vu sa vidéo sur YouTube où il explique comment s'est engagé sur Tons une démarche de transition en expliquant que
en fait, ces convictions écologiques n'y suffisaient pas, puisqu'à chaque fois, les mesures qui étaient proposées mettaient l'économie en péril. Et donc, il a fait le choix, à un moment, de trouver un argumentaire économique à des démarches de transition écologique, en expliquant qu'au travers d'une démarche de transition écologique, eh bien, on pouvait se donner l'objectif que à peu près 10% de ce qui était dépensé localement reste localement et soit réinvesti dans l'économie locale. Et il explique que c'est à partir du moment où il a trouvé cet argument économique que la démarche de transition qu'il préconisait a pris son envol. Et donc là, je trouve qu'il y a cette espèce de geste où on anticipe sur ce qui pourrait faire obstacle par rapport à une transition écologique. Et puis une démarche apprenante, je dirais, si nous savions vivre et produire dans le soin de nos écosystèmes, ça se saurait. Alors, il y a un certain nombre de savoirs qui sont produits ici et là. Sans doute, tout est sur la table. Il n'empêche que les démarches de transition territoriale qui soient écologiques, moi, me semble-t-il, doivent être apprenantes parce que c'est une autre relation au vivant, c'est une autre relation entre les individus, d'autres manières de consommer et de produire, d'autres manières de consommer. Bref, ça suppose un apprentissage lourd, c'est une nouvelle conscience sans doute, c'est une nouvelle culture. Et là, j'ai envie à nouveau d'évoquer une démarche Ville en transition, hein, qui s'est appuyée sur un intense travail d'apprentissage. Rob Hopkins expliquant que dans la mise en œuvre de ces démarches, hein, ont été organisées des tas de rencontres avec les habitants, des interventions de conférenciers venus du monde entier, des soirées débats, la mise à disposition de ressources, bref, toute une organisation de travail qui s'est mise en place entre différentes associations mobilisées pour le coup, je dirais, construire un savoir collectif autour du faire transition. Alors, est-ce que ces caractéristiques sont suffisantes? Je crois qu'il y en a une autre. Est-ce qu'il y a quelques questions, là, l'état où nous en sommes, ou quelques remarques? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, n'hésitez pas à réagir, hein, chemin faisant, à faire vos remarques, à en demander plus, à demander des précisions. Alors moi, je crois qu'il y a une autre caractéristique des démarches de transition écologique, toute simple, mais sur laquelle il me semble vraiment extrêmement important d'insister. Moi, je suis assez frappé, et notamment, notamment depuis la crise du coronavirus, quand j'entends des déclarations assez enflammées sur ce qu'il faudrait faire pour qu'on puisse vivre dans le monde d'après et qu'on puisse vivre dans un monde résilient. Et je suis assez frappé sur le fait qu'il y a une insistance énorme sur des mesures macro qu'il faudrait prendre pour vivre dans ce monde-là. Et donc, si on imposait aux transporteurs ceci ou cela, si on imposait, dès lors qu'on finance des entreprises ceci ou cela, eh bien, on transiterait sur un monde d'après. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire, je dis que, d'après moi, c'est vraiment loin d'être suffisant pour faire une transition. C'est-à-dire comme si le monde d'après allait venir d'en haut. D'après moi, je crois que le monde d'après, c'est celui que chacun prépare, c'est celui que chacun fait là où il vit. Du même coup, il y a nécessité d'un véritable ancrage territorial des projets de transition écologique. Moi, je suis assez sceptique sur les solutions standards de transition écologique qu'on pourrait mettre en œuvre sur différents territoires. On a eu l'occasion, en lien à un chantier sur Bayonne, de faire un travail de benchmarking sur les projets de fermes urbaines. Ce qui est assez fascinant, c'est la ressemblance de ces projets de fermes urbaines et au fond,
leur très faible ancrage dans la réalité des territoires. Or, de ce point de vue-là, je crois que tout ça ne permettra pas de faire transition écologique. Si je joue un peu sur les métaphores, moi je crois que la transition écologique, il faut qu'elle se fasse au ras des pâquerettes, hein, vraiment à même le sol, et donc du même coup, nécessité de travailler à l'ancrage territorial du projet, au fait que cette transition se fasse bien en lien à ce biotope particulier, en lien à ses habitants, ceux-là même qui vivent sur un territoire. Donc ça suppose un diagnostic fin du territoire, un vrai diagnostic, c'est-à-dire un diagnostic problématisé, hein, un diagnostic à partir d'une vision cible, euh, sachant que, je l'évoquais tout à l'heure, derrière la notion de transition écologique, notamment à l'échelle d'un territoire, on peut mettre des tas de choses différentes, hein. On peut viser à une autonomie alimentaire, on peut viser à un modèle de consommation d'agriculture urbaine et de consommation urbaine durable, on peut viser à un modèle d'agriculture qui permet de s'adapter aux changements climatique. Bref, on peut avoir des tas d'approches différentes et il est vraiment important de problématiser ce diagnostic, d'expliciter, de construire une forme de vision cible qui permette de fonder en analyse le diagnostic. Nécessité aussi que ce diagnostic soit systémique, qu'il soit travaillé en transversalité. Si c'est une collectivité qui porte, si c'est des services municipaux ou des services d'un conseil départemental, que ça engage l'ensemble des services, mais en premier lieu, que ça soit fortement engageant de la population elle-même. Donc c'est un peu là-dessus que j'aimerais plus particulièrement insister, mais aussi pour susciter l'échange entre nous. C'est-à-dire, est-ce que vraiment on peut rêver d'une transition écologique qui va se faire sans qu'il y ait un engagement global de la société, de la diversité des individus? Est-ce que cette transition écologique, elle ne doit pas engager, certes, les responsables associatifs, mais aussi les enseignants, les adultes, les enfants, les personnes âgées, les collectivités territoriales, les entreprises? Est-ce que cette transition écologique, elle ne doit pas être foncièrement tournée vers le faire, pour le coup? Hein, c'est bien dans de nouvelles manières de faire, de pratiquer de nouvelles formes d'interaction que cela peut se faire. Je vois qu'il y a une remarque dans le chat. Allô, allô? Oui, plusieurs. Oui, plusieurs remarques. Alors moi, j'ai un problème technique depuis le début. En fait, je n'ai accès à aucune commande pour d'obscures raisons. Donc, je suis obligée de sortir du diaporama pour voir ce qui se passe dans le chat. Donc, je suis désolée de vous faire faire des petits effets visuels désagréables comme ça. Donc, nous avons plusieurs interventions. Alors, la difficulté étant que nous appartenons souvent à plusieurs lieux. Donc, ça, c'est Gaëlle Rougerie, c'est-à-dire les plusieurs lieux, le lieu de travail, le domicile et même le lieu où nous prenons les transports. Oui. Donc plusieurs lieux, c'est une première remarque. Ensuite, on a donc Béatrice qui nous dit qu'il faut réfléchir le monde d'après avec et à partir des initiatives locales des habitants usagers, c'est-à-dire une résilience adaptée et à partir du local. Enfin, j'ai une autre intervention. Au cours des grands débats animés par le Césaire, on a entendu des personnes dire que cela ne sert à rien de leur demander des actions écologiques si le reste du monde, notamment les grandes entreprises, n'agissent pas. C'est l'idée que l'exemple vient d'en haut. Comment faire pour ancrer dans les territoires si les gens raisonnent comme ça? Donc c'est une question de Catherine. Je ne suis pas sûr d'avoir de quelconque réponse par rapport à tout ce qui est évoqué. Oui, on appartient à plusieurs lieux, sauf dans la phase de confinement où il y avait une proximité travail-domicile et pas de transport.
Est-ce que notre appartenance enfin, finalement, le fait qu'on travaille à un endroit, on consomme à un autre, on vit à un autre lieu, est-ce que c'est pas un modèle qu'il faut aussi réinterroger? J'avoue que je sais pas. Moi, j'ai tendance à beaucoup suivre, sinon Béatrice, quand elle évoque le fait de faire avec et à partir des initiatives qui existent sur les territoires. Je m'en suis peut-être mal exprimé, je me suis peut-être mal exprimé, mais moi je crois que, enfin, si on veut réussir la transition écologique, on doit être résolument dans une perspective extrêmement opératoire, hein, et donc, sans aucun doute, partir de ce qui se fait. L'exemple vient d'en haut, ou le contre-exemple vient d'en haut. Je suis très interrogatif sur ces questions du haut et du bas. Par contre, j'y reviendrai sur la question de la responsabilité territoriale des entreprises si on veut réussir les transitions écologiques. Mais ça suscite peut-être d'autres réactions, d'autres personnes. Moi, j'avais une intervention à faire, si je peux. Vous m'entendez? Oui, oui. En fait, j'essaie juste de raccrocher les wagons avec le sujet innovation de proximité et transition écologique. Moi, ça me fait penser en fait aux écrits de Baptiste Morisot et notamment le dernier livre qu'il a sorti qui s'appelle Manière d'être vivant. Il me semble que j'en ai déjà parlé. Je suis assez fan en ce moment. Mais en tout cas, je trouve que, alors peut-être que je suis à côté de la plaque quand je dis ça, mais en fait, lui, il parle en fait d'une nouvelle manière d'être en lien. Enfin, tu parlais d'écosystème tout à l'heure, François, mais d'être en lien avec son territoire, son écosystème local, que ce soit les autres humains, mais aussi les autres espèces vivantes. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que là, aujourd'hui, on est dans une crise de la sensibilité et que cette sensibilité, c'est d'abord comment en fait on vit ce lien aux autres. Et du coup, peut-être que l'innovation de proximité, c'est peut-être commencer par le plus petit dénominateur commun qui est d'abord soi-même, son intimité par rapport à enfin, le lien qu'on peut avoir très intime aux autres formes de vivants. Et je trouve qu'il a une pensée qui, pour moi, relève vraiment de l'innovation. Il parle de diplomatie. Il dit comment, en fait, finalement, on peut réharmoniser en fait, ces liens avec les autres espèces vivantes puisqu'en fait, on est tous entretissés les uns aux autres, ça c'est ces mots, c'est en ayant une posture de diplomate. Et cette posture de diplomate, en fait, c'est pas ou tout l'un ou tout l'autre, c'est trouver une voie du milieu, en fait, entre des intérêts qui sont convergents. Et, euh, et ça, je trouve que enfin, en tout cas, moi, ça m'inspire beaucoup comme pensée, et je trouve ça assez neuf, en fait. Je pense que j'en parle très mal, mais je vous invite à lire. En tout cas, peut-être qu'il y a des gens qui connaissent déjà ses écrits, mais enfin, je sais pas, ça m'évoque ça en fait quand on parle de transition écologique. Et ce que j'aimerais aussi, peut-être, Alexis, toi qui es spécialiste de ça, c'est de définir aussi ce que veut dire transition écologique. De quoi on parle. Voilà. Merci. Bah, peut-être que tu souhaites intervenir, Alexis? Oui, je peux intervenir. Moi, je voulais, avant de répondre à Julia, même si j'ai pas une réponse fermée définitive, je pense que c'est le fond du sujet dans les faits aujourd'hui. Il y avait la remarque de Catherine Persual sur le fait que les exemples viennent d'en haut. Je pense que c'est aussi un débat qui anime le monde militant depuis longtemps sur ces questions-là. Et en même temps, je pense que la meilleure réponse, et c'est un petit peu le sens de l'intervention que je vais faire après, c'est des projets qui correspondent aux gens au niveau local, finalement, emmènent beaucoup plus facilement la population, emmènent beaucoup plus facilement les gens, sont grisants dans les faits et donnent envie. Et ok, ça va pas forcément à court terme faire bouger les grandes entreprises, mais pour autant, c'est peut-être le seul chemin viable qui existe, de commencer d'en bas, de faire des choses qui nous parlent, qui sont
positive pour nous, qui crée des cercles vertueux au niveau local et qui peut-être à terme permettront de faire changer les choses à d'autres échelons. Voilà. Et du coup, pour répondre à Julia, en fait, j'ai déjà répondu, c'est-à-dire, je pense que la définition de la transition écologique, chacun y met les attentes qu'il souhaite. Je me permettrai pas de définir de façon nette ce que c'est la transition écologique. Est-ce qu'on se place du point de vue politique? Est-ce qu'on se place du point de vue économique? Est-ce qu'on se place du point de vue des experts environnementaux? Je pense qu'il y a différents termes qui se cachent là-dessus. Moi, j'ai ma définition personnelle. Je pense que chacun ici a sa définition personnelle. Et le but, c'est qu'au niveau local, quand des projets se mettent en place, ce projet-là crée sa propre définition de ce que lui appelle la transition écologique. Enfin, moi, je pense que le terme de transition écologique qu'on a utilisé pour nommer cette conférence est aujourd'hui quand même un peu un fourre-tout. Euh, comment dire, ça mérite de bien avoir en tête les différentes définitions successives qu'il y a eu de la notion de transition. Pour ceux qui étaient là lors de la première conférence, vous savez, j'avais rappelé que la notion de transition, au départ, elle nous renvoie à l'idée d'un changement de civilisation. Hein. Euh, ça a été théorisé au siècle dernier par un monsieur qui s'appelait Sorokin. Et Sorokin était un philosophe et un sociologue. Hein. Et il parlait de transition pour expliquer qu'on allait passer d'un monde extrêmement matérialiste, tel qu'il avait été mis en place au travers de la société industrielle et capitaliste, à un monde beaucoup plus spirituel. Le pauvre, ses écrits ont été suivis d'une prise de pouvoir par Adolf Hitler dans le pays où il vivait. Donc il n'a pas été, il a été sans doute un peu déçu. Néanmoins, il avait une très grande hauteur de vue et il nous parlait peut-être déjà du 21e siècle. Donc je dis ça parce qu'on peut envisager la transition de différents points de vue. Hein. On peut l'envisager d'un point de vue je dirais comme un processus de changement, c'est-à-dire de la passage d'une situation A à une situation B, où on peut l'entendre au sens où Sorokin en a parlé, comme nous renvoyant à une vision du monde, comme nous renvoyant à des questions finalement philosophiques et ontologiques. Moi, j'ai un peu tendance à penser que, ne serait-ce que par rapport à la question de notre relation au vivant, nous sommes sur un changement de cette nature-là, un changement véritablement de civilisation. Et à ce titre, il est, me semble-t-il, très pertinent, comme tu le fais, Julia, de faire le lien avec la question finalement de la crise de la sensibilité, hein, et donc du même coup avec des questions d'identité. Hein, qui suis-je? Qu'est-ce que mon environnement? Quelle relation j'instaure à cet environnement? On peut peut-être enchaîner, mais je vais repasser très vite la parole à Alexis, c'est-à-dire que ce que l'on voulait vous soumettre comme réflexion, mais vous avez déjà bien rebondi là-dessus, c'est que la priorité, c'est l'ancrage social du projet. Alors, il ne s'agit pas de faire écho je dirais, aux analyses qu'il y a pu y avoir dans la suite du mouvement des Gilets jaunes là, entre fin du monde et fin du mois, ou de se demander à quelles conditions finalement la transition écologique est socialement soutenable. Non, beaucoup plus de se demander à quelles conditions la transition écologique est engageante et se donne les moyens d'être engageante et d'être mobilisatrice. Et dans ce cadre-là, on a une réflexion au sein de l'équipe de consultants associés du cabinet FR Consultants
autour finalement des a priori qu'il nous faut sans doute déconstruire. On en a parlé lors du premier séminaire. Si on veut innover, quelquefois, il faut déconstruire des a priori. Les a priori, vous savez, c'est ce qui nous permet de voir, ou au contraire, ce qui nous empêche de voir. Et il nous semble qu'il y a une forme d'élitisme écologique, hein, et un a priori qui est que finalement, ce seraient des gens éclairés qui seraient conscients de la nécessité de la transition écologique, qui seraient conscients, enfin, qui auraient les bonnes pratiques, hein, qui iraient dans le bon sens et qui seraient ceux qui vont entraîner le plus grand nombre. Donc, on ne défend pas la position inverse, on essaye d'interroger cet a priori. Alors, on a eu l'occasion, Marianne le sait, hein, de le faire sur Bayonne, hein, puisque on s'est dit on va aller questionner les habitants sur leur perception de ces problématiques. Donc, sur les Hauts-de-Bayonne, un quartier en difficulté. J'ai eu l'occasion de le faire avec des étudiants sur Le Havre, hein, sur un quartier également en difficulté. Et puis, Alexis, lui, est investi dans un projet personnel sur Rennes et n'est pas sans se poser des questions à cet égard. Et comme tu viens de le comprendre, Alexis, je viens de te passer la balle. J'avais bien compris. Je voulais juste revenir un tout petit point en arrière. Au tout début, Stéphanie m'a demandé de me présenter et j'ai osé dire que j'étais un expert en écosystème de transition écologique. Je me reprends moi-même en disant que je suis référent pour le groupe de consultants associés FR Consultants sur la thématique. Loin d'être un expert, peut-être un jour, mais je ne pense pas. Surtout que je pense que c'est un sujet qui évolue si vite que être expert de ce type de thématique serait bien prétentieux. Donc, effectivement, il nous a paru intéressant que je fasse un petit retour d'expérience sur deux points. Donc, sur le projet auquel je participe à Rennes et sur Bayonne. Donc, le projet auquel je participe à Rennes, c'est un supermarché coopératif qui s'appelle Brésicop. Bon, en deux mots, un supermarché coopératif, c'est un supermarché qui est porté par un groupe de coopérateurs qui sont investis, qui donnent chacun 3 heures de leur temps tous les mois pour faire fonctionner le magasin de façon bénévole. Il y en a un aussi à Bayonne que j'ai eu l'occasion de visiter en venant pour la mission. Euh, donc, ce supermarché coopératif à Rennes, il est implanté sur le quartier du Blône, qui est un quartier prioritaire de la ville. Effectivement, il est à la limite géographique de ce quartier, mais on va dire que ça touche. Euh, ce qui m'a semblé intéressant d'interroger aujourd'hui, c'est ce type de projet euh, qui, qui construit, on va dire, de façon mal. Au départ, le projet de supermarché coopératif, son objectif, c'est de permettre de rendre accessible un certain nombre de produits de qualité à plus de population, de mettre en avant des producteurs locaux à plus de population, disons de déconstruire le système de consommation, de distribution d'alimentation qu'on peut avoir aujourd'hui en France, en le transformant, en se l'appropriant, pour lui permettre d'être plus inclusif et plus participatif et de recréer du lien social autour du moment de l'achat qui aujourd'hui, dans la plupart des cas, a été, il n'y a absolument aucun lien à ce niveau-là. Ce projet à Rennes, on l'a construit à un certain moment, on l'a construit à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on était sur une base de construction théorique d'un projet qui nous semblait intéressant, sans le cibler par rapport à un territoire particulier, hormis que c'était sur Rennes. Et au moment où on a eu l'occasion d'investir le lieu dans lequel on est aujourd'hui, le magasin, euh, on s'est rendu compte que ce territoire-là était un territoire particulier, avec des problématiques particulières. Et la logique générale du projet, en tout cas des personnes qui portaient le projet à ce moment-là, a été de se dire, il suffit de rajouter des éléments à gauche, à droite, pour qu'un projet construit à l'extérieur comme ça puisse venir s'implanter
sur un quartier prioritaire politique de la ville, répondre aux problématiques des personnes du quartier, donc des problématiques très spécifiques. Et ce qu'on constate un an après, puisque ça fait un peu plus d'un an, si pour autant le supermarché fonctionne très bien, il fonctionne surtout avec des personnes qui viennent de l'extérieur du quartier et pas tant avec des habitants du quartier qui auraient pu investir cette supérette de proximité qui était à leur disposition et qui pourtant propose un certain nombre de produits qui pourraient tout à fait correspondre, qui, bien que tout son assortiment de produits ne permet pas de rentrer dans n'importe quelle bourse, en tout cas à une bonne partie de son assortiment qui pourrait répondre à toutes les bourses. Euh, Moi, ce que ça me pose comme question, c'est pourquoi ça n'a pas fonctionné, en tout cas pourquoi cette intégration n'a pas fonctionné. Et la réponse qui me semble la plus évidente, c'est au-delà de la question du prix des produits, au-delà de la dimension culturelle du supermarché, qui est hyper importante au sens où on est quand même sur quelque chose d'atypique, où il y a besoin d'un investissement très particulier qui n'est pas forcément dans les mœurs de tout le monde. C'est surtout que le projet n'a pas été porté par les personnes du quartier, c'est bien. Et du coup, il est arrivé là de l'extérieur, il a été implanté d'une certaine manière, oui, il a été construit à l'extérieur, implanté là, mais il aurait pu être implanté n'importe où ailleurs, ça aurait été la même chose. Et pour avoir visité le supermarché coopératif de Bayonne, on est un peu dans une logique similaire, c'est-à-dire une bonne idée qui pourrait parler à la population, qui pourrait mobiliser massivement les gens, mais qui, en même temps, de par la façon dont il a été amené, n'intègre pas, on va dire, les personnes habitantes du quartier. Et c'est là-dessus qu'on toute la différence avec la façon dont on a voulu procéder sur Bayonne quand on est intervenu, où on est parti à l'inverse des besoins habitants, en tout cas en allant à leur rencontre auprès du Conseil citoyen, en allant à leur rencontre sur les marchés, en discutant avec, par exemple, Marianne Delobel, qui est ici, qui avait beaucoup plus de visibilité que nous de l'extérieur du projet, de pouvoir construire sur la base de ces besoins habitants, justement de déconstruire ce que François disait tout à l'heure, c'est-à-dire des a priori, et en même temps, du coup, de proposer un projet qui soit à l'image du quartier et des besoins, notamment en termes d'insertion, notamment en termes de pédagogie, notamment en termes de lieu de vie et de sociabilisation, dans le cas du projet, de Bayonne. Le projet de Bayonne, à la base, quand on est intervenu, c'était un projet de ferme urbaine avec une volonté notamment d'aller vers une autonomie alimentaire de l'agglomération de Bayonne, bien qu'il n'y avait pas que ça, je vois François faire la moue, il y avait quand même ce volet-là. Il y avait différents volets qui étaient en lien déjà avec la problématique du quartier, mais il me semble en tout cas que les travaux réalisés et la façon, le fait de partir du besoin, ce que je veux dire par là, c'est le point important, c'est le fait de partir du besoin habitant construit nécessairement un projet atypique, déconstruit forcément des avis qu'on pouvait avoir en amont, en arrivant sur le territoire, créer quelque chose d'unique, capable de mobiliser. Et si je devais conclure, enfin si je vais conclure en disant que justement, au final, un bon projet, c'est à la fois un projet qu'on ne construit pas à l'extérieur pour venir l'implanter. Dans la même logique, un bon projet, c'est pas forcément prendre un projet qui a marché ailleurs et essayer de le réimplanter dans un autre territoire, parce que ce sera des problématiques différentes. Et, et c'est bien donc cet ancrage territorial qui est indispensable et qui permet la mobilisation massive des habitants. Voilà, je vous remercie. Merci. Des remarques? La bayonnaise que je suis, si c'est possible donc merci de cet esprit de synthèse, Alexis, parce que je me retrouve parfaitement dans l'analyse et on peut faire un copier-coller de Rennes et Bayonne pour le supermarché coopératif et on est dans la même problématique
ou dans la même dynamique. Concernant le projet de ferme urbaine, et en effet, on part des habitants. Ce que François nous aide à faire avec ses collaborateurs, c'est de traduire ça en langage institutionnel. Et je pense que dans tous les travaux que l'on mène, il y a en effet partir de la base. Moi, je me retrouve complètement dans ce que vous dites par rapport à ces phénomènes de transition. Mais en même temps, il y a la sphère politique, même si elle est locale, mais qui a besoin aussi de se retrouver dans ces projets de la base. Et il nous faut des traducteurs et des passeurs pour qu'on puisse arriver à un projet commun où chacun va trouver sa place sans se sentir spolié parce que c'est pas mon idée ou justement ça a été abandonné par d'autres ou on a raison trop tôt. Je crois qu'il y a quand même beaucoup d'efforts de langage ou de communication à faire pour rendre tout ça fluide et transparent et que chacun puisse y retrouver un petit quelque chose. Voilà. Merci, Marianne. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je trouve que la manière dont Alexis a présenté les choses, comment dire, nous donne une sacrée leçon. Comment exprimer ça? Je me suis dit en l'écoutant, en fait, il faut mettre en œuvre la transition écologique sur les territoires comme ferait un bon jardinier. Et un bon jardinier, il ne commencerait pas par faire table rase en disant je vais planter ça, 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 ça. Un bon jardinier, il commencerait par regarder ce qu'il y a sur place. Il s'appuierait sur les pousses telles qu'elles existent et notamment les habitants. Hein, et c'est à partir de cela et des initiatives qu'ils peuvent prendre que peu à peu, il perfectionnerait le jardin. C'est-à-dire qu'on retrouve vraiment, ça vous semble peut-être une évidence, mais moi je ne vous cache pas que dans mon métier, je suis frappé chaque jour de m'apercevoir que cette évidence, elle n'est pas prise en compte dans le développement des territoires, mais on ne développe jamais qu'une réalité existante. Hein, y compris quand on opère des changements très importants dans cette réalité. Donc je crois que l'attention que l'on a à partir des besoins tels qu'ils sont vécus par les habitants, c'est important. Donc Alexis l'évoquait hein, sur Bayonne, par exemple, les habitants nous ont expliqué qu'ils avaient de fait des pratiques de consommation responsable. Et ils nous expliquaient notamment qu'en lien à leur situation économique, ils étaient très attentifs à faire bon usage du peu dont ils disposaient, dans leur manière de cuisiner, à faire en sorte que leur pratique de cuisine soit les moins onéreuses pour eux, tout en mangeant le mieux possible. Ils nous parlaient de leur pratique de convivialité autour des repas. Donc, du même coup, ils nous expliquaient que leur investissement autour du projet de ferme urbaine, si pour eux, ce n'était pas porteur de rencontres d'autres, en soi, ça ne les intéressait pas. Et puis, ils nous rappelaient à la réalité qui était qu'un grand nombre d'entre eux étaient en difficulté économique importante et les membres du Conseil citoyen nous rappelant que beaucoup de jeunes du quartier rencontraient d'importantes difficultés d'insertion. Donc voilà, à bien replacer cette question de la transition écologique comme une question pouvant les impliquer,
pas simplement dans une logique où on recueillerait leur opinion sur est-ce qu'ils sont pour, est-ce qu'ils sont contre, est-ce qu'ils sont OK pour qu'on fasse ceci sur leur territoire, mais bien qu'on aille vers eux pour essayer de comprendre quel est leur niveau d'engagement aujourd'hui et à quelles conditions cet engagement pourrait être renforcé. Il y a toujours quelque chose d'angoissant dans ces conférences débats, c'est le silence qu'il y a. Pas de réaction? Apparemment pas. Peut-être juste un petit éclairage terminal. Moi, je voulais attirer votre attention sur le fait qu'on avait des sacrés chantiers d'innovation. Donc, je l'ai évoqué tout à l'heure, innover dans les méthodes, hein, et on vient de se redire un certain nombre de choses là-dessus, mais aussi innover dans les contenus. Alors, je crois que c'est Catherine qui évoquait la question des grandes entreprises. Pour le coup, la question de l'impact territorial de l'action des entreprises est centrale par rapport à la transition écologique, hein. C'est-à-dire que si on veut qu'il y ait transition écologique dans les territoires, ça mérite de se demander, mais quels sont les impacts sociaux et environnementaux des entreprises et comment faire en sorte que ces impacts sociaux et environnementaux soient plus positifs, hein, et donc eux-mêmes soient partie prenante de la réparation des écosystèmes. On va donc bien au-delà de la responsabilité, comment on appelle ça, de la RSE. Il y a la question extrêmement importante du foncier, de l'artificialisation des sols, mais aussi la question de l'occupation des espaces non bâtis, hein. Qu'est-ce que dans les espaces non bâtis, on va mettre en lieu non cultivé, en lieu de production individuelle, de production collective, de production à visée économique. Et pour le coup, je crois qu'il y a deux autres chantiers importants d'innovation. On a eu l'occasion de se pencher dessus à nouveau sur Bayonne, donc on voulait vous en faire part. Alors déjà, sur l'approche économique, parce que pour le coup, les modèles de business model, qui malheureusement sont utilisés dans beaucoup de projets de fermes urbaines, euh, euh, ces modèles-là, il nous semble qu'ils ne tiennent pas la route, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas que sur une logique de recettes et de dépenses, on est sur des logiques de transition, donc d'investissement et de retour sur investissement, et on est sur des logiques d'impact, hein. Donc sans doute là-dessus, il faut s'inspirer, pour venir au fondement de l'économie politique, et s'inspirer de modèles économiques qui permettent finalement de mettre en place une gestion raisonnée des ressources vivantes sur un territoire. Je l'ai évoqué la dernière fois, nous on s'inspire pas mal des travaux d'Isabelle Delannoy en la matière, hein, et des différents principes qu'elle met en avant, notamment les principes régulateurs, hein, qui sont qu'elle affiche, hein, notamment le fait qu'on s'appuie au maximum sur les services rendus par les écosystèmes eux-mêmes, hein, ces écosystèmes qui ont, par exemple, qui peuvent avoir des fonctions épuratrices, le fait de rechercher l'efficience maximale dans l'utilisation des ressources, et puis les questions de compatibilité des activités humaines avec les écosystèmes. Mais il me semble que ce modèle-là, il faudrait qu'on l'enrichisse à l'envi pour qu'on intègre bien et les dimensions économiques, environnementales et les dimensions sociales. Vous l'avez compris, je ne crois pas trop aux transitions écologiques qui ne sont pas aussi des transitions sociales. Et puis, dernier chantier d'innovation, la question de nos systèmes de décision. C'est-à-dire quels sont les modes de gouvernance qui vont permettre ces transitions écologiques. Est-ce qu'il ne nous faut pas des systèmes de gouvernance qui permettent de décider autrement,
Alors, je vous avoue que la réflexion n'est qu'à l'état d'ébauche, et si certains ont une réflexion achevée sur la question, elle est bienvenue, c'est-à-dire décider autrement, sans doute en mobilisant une diversité d'expertises, hein, décider autrement, sans doute en mesurant les impacts de nos décisions à court, moyen et long terme, en faisant un peu d'évaluation dite ex ante, ce qui se fait dans d'autres pays, mais ce qui ne se fait pas en France, pratiquement pas, sauf puisque quelqu'un du Césaire est avec nous dans certains Césaires, hein, où on essaye de faire de l'évaluation avant même la mise en œuvre des mesures de ce que cela peut produire, et puis des systèmes de décision où on mêle différentes formes de rationalité et à minima, enfin, ce qui est de l'ordre, Julia l'évoquait, de la sensibilité, mais ce qui est aussi de la rationalité, pourquoi pas gestionnaire, mais aussi de la rationalité du faire. Voilà, il nous semble qu'il y a tout un chantier autour des systèmes de gouvernance qui vont permettre cela. Sur Bayonne, c'est quelque chose d'un peu audacieux qui est envisagé actuellement, puisque ce serait un système qui serait impliquant à la fois des collectivités publiques, mais aussi des acteurs associatifs du territoire et aussi des habitants du territoire pour la gestion de ce pôle d'agriculture urbaine. Je vois que les participants sont toutes oui, mais il n'y a pas de questions pour le moment. D'autres réactions? Peut-être quand même en quoi justement la crise sanitaire que l'on traverse peut avoir un effet positif là sur les questions qu'on se pose aujourd'hui. Quels peuvent être les effets leviers? C'est pareil, quelqu'un a des propositions de réponse? Au même titre que la crise de 2008 avait poussé dans des retranchements, dans leur retranchement certains écosystèmes locaux et avait créé des très belles innovations. Je pense aux États-Unis, je crois que c'était à Détroit qui avait eu plein de fermes qui s'étaient lancées à cette époque-là. On, on peut espérer, et je pense que c'est un peu la logique générale qui a été abordée dans ce cycle de conférences débat et même dans le webinaire, que, que ce moment particulier que nous vivons puisse permettre de faire levier justement pour, on va dire, aller vers des innovations de rupture, quoi. Que quand on arrive au bout du fil, ça donne envie justement de le casser et de repartir sur d'autres axes complètement et d'être force de proposition et d'aller du coup sur pourquoi pas des innovations telles qu'on essaie de les décrire ensemble, plus inclusives, construites différemment, innovantes de façon multiforme. Voilà. Je sais pas, d'autres personnes veulent réagir sur ce point? Non? Et si je peux, Ouais. si je, Oui. moi, je complète mon propos. Au économique, c'est aussi le moment de penser différemment, de construire différemment les innovations qu'on a pu créer. Si on regarde le fonctionnement, la construction économique des projets en lien avec l'économie publique ces 30, 40, 50 dernières années. Ça peut être aussi aujourd'hui avec les budgets contraints qu'on a déjà et qu'on aura d'autant plus
dans les années à venir, avec les nouvelles dettes qui sont en cours de préparation, euh, d'être force de proposition sur des projets complets au plan économique et qui intègrent à la fois des plans rémunérateurs et d'autres moins rémunérateurs de façon au sens de l'écosystème et pas de séparer dans la société comme ça a pu être le cas à certains moments d'un côté tout ce qui relève du marché libéral sur ce qui est rémunérateur et de l'autre côté d'intégrer uniquement dans la partie publique ce qui relèverait théoriquement du coût, même si bien évidemment l'investissement social est bien évidemment rémunérateur de façon différente, mais qui a jusque-là été considéré comme coût pour la société. Moi, comment dire, euh, je, je, je suis très réservé quant au fait que l'on puisse dire, voilà, la crise va avoir tel effet. Je suis très réservé parce que c'est complexe comme question de savoir quel effet va avoir la crise, sachant que certes la crise ouvre des opportunités, mais déséquilibre certains acteurs, certains pouvoirs, lesquels vont réagir. Et donc, il y a en la matière, enfin, je pense qu'il faut se méfier de ne pas confondre là pour le coup prospective et prophétie. Euh, euh, alors par contre, je suis assez d'accord avec Alexis sur l'idée que s'ouvrent des opportunités d'opérer un certain nombre de changements. Euh, S'ouvrent des opportunités d'opérer des changements dans la pensée politique, dans les hiérarchies, dans les manières d'agir, dans la place donnée aux questions environnementales, dans la manière d'impliquer. Voilà, il y a, il y a un peu moins de certitude et peut-être un peu plus d'opportunités. Après, je pense, Marianne, que la question de fond, c'est de savoir qu'est-ce que nous apprenons de la crise. Euh, pour le coup, je trouve qu'on peut, comment dire, il y a plusieurs enseignements possibles de cette crise et en fonction des enseignements, je dirais, les effets ne vont pas être les mêmes. Moi, j'ai tendance à penser, mais ça n'engage que moi, que cette crise nous apprend que, je l'évoquais la dernière fois, que nos systèmes sociaux ne sont absolument pas résilients. Euh, Elle nous renforce dans l'idée que nos manières de produire, nos manières de commercer sont extrêmement dangereux au plan écologique et social. Elle nous apprend, cette crise, qu'il y a peut-être des ressorts d'innovation qui ne sont pas suffisamment activés. Elle nous apprend cette crise qui a des pouvoirs qui ont la peau dure hein, aussi, parce qu'on a bien vu comment certains ne voulaient rien apprendre de la crise. Hein, je l'ai évoqué lors des derniers conférences débats, hein, c'est-à-dire ceux qui finalement nous ont sorti des discours qu'ils tenaient déjà avant la crise, hein, comme si cette crise ne leur avait rien appris. Est-ce que la crise va nous apprendre que il faut être attentif à ce qui est fragile? Ce serait sans doute la meilleure chance pour des transitions écologiques, d'après moi. C'est une belle question qui laisse
les participants pensifs. C'est probablement mon côté optimiste, François, qui fait que j'ai tendance à y croire. Je sais pas, s'il n'y a pas d'autres réactions, on peut peut-être arrêter là pour aujourd'hui. Alors, on va conclure. On va conclure sur le programme qui nous attend pour la suite. Donc, nous avons un webinar, donc la deuxième partie que nous avions entamée en début de mois. Donc, il aura lieu le 4 juin. Donc, c'est toujours des territoires qui se déconfinent pour des futurs souhaitables, pour un monde meilleur. Ensuite, nous avons notre cycle de conférences qui continue, donc tous les mardis à partir de 16h30. Donc, il nous reste 2 thématiques qui sont planifiées et d'autres thématiques qui sont en cours justement de planification pour lesquelles on ne vous a pas encore annoncé le programme. Donc, les 2 thématiques à venir, ce sont renforcer la valeur d'impact d'une innovation. Donc, on va de plus en plus dans le détail et dans l'aspect concret de l'innovation et perfectionner l'animation des ateliers d'innovation. Donc là, on est sur des choses qui sont extrêmement pragmatiques. Et enfin, le cycle de formation pour les référents innovation qui commence à poindre puisqu'il est prévu pour un démarrage début juin. François, tu veux peut-être Bon, je compléter? vais juste préciser, le premier webinaire a été, moi j'ai trouvé très, enfin pas le premier, le deuxième, hein, celui qui a eu lieu il y a une dizaine de jours, moi je l'ai trouvé extrêmement stimulant, hein, c'est-à-dire qu'on est vraiment rentré dans une démarche heuristique à réinterroger les modèles. Donc le 4 juin, on ira sur des propositions d'action concrètes. Ce qui n'est pas sans faire le lien avec le thème de la conférence débat sur le fait de renforcer la valeur d'impact d'une innovation. C'est-à-dire que l'idée, c'est, et on le pratique nous sur certains territoires, une fois qu'on a une idée d'innovation, comment on peut travailler à faire en sorte que cette innovation ait des effets de transformation effectifs, qu'une innovation qui a par exemple un impact au plan environnemental ait aussi un impact social, un impact économique, donc un travail de ciseleur de l'innovation. Et puis, juste pour vous dire à partir de là que lors de la dernière conférence débat programmée à ce jour, Julia, qui est avec nous aujourd'hui, nous parlera des ateliers d'inspiration, hein, où on a mis au point une technique d'animation pour finalement pour travailler la dimension culturelle de l'innovation. Voilà, ce sera un des points forts de l'intervention. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Pour l'instant, nous en parlions en équipe ce matin, il n'y a pas de programme détaillé prévu pour la suite. Ce qui est certain, c'est qu'on compte continuer à faire vivre sans doute à un rythme un peu moins intense du point de vue des conférences débats, mais des temps réguliers d'échange et toujours avec ce fil conducteur, finalement, comment re-questionner notre manière d'innover, plus travailler sur les fondamentaux et bien veiller à ce que nos actions innovantes servent des politiques réellement transformatrices. Merci à vous tous. Merci. Merci beaucoup. C'est super, comme toujours. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Je crois qu'on peut arrêter d'enregistrer.